Bonjour, bienvenue sur CycloGP pour la seconde vidéo de cette petite trilogie consacrée aux 24 heures du Mans. Ici, l'édition 1994. L'histoire d'une profonde amitié entre trois hommes, voire même quatre, et qui, en fait, du fait d'être vraiment soudés, permis à cet équipage de terminer second. Maigre consolation pour un équipage qui avait très longtemps mené les 24 heures, mais dont un événement inattendu faillit leur faire perdre complètement la course. Donc, il s'agit de l'histoire de l'équipage Eddie Irvine, Mauro Martini, Jeff Krosnoff, de la Toyota SARD, donc la Toyota, une des seules survivantes du groupe C avec les Porsche 962 reconvertis et l'Alba reconverti, en cette année 94, qui signait la première année post-groupe C. Donc voilà. Et on peut y ajouter Roland Ratzenberger, qui normalement devait piloter à bord, mais qu'Eddie Irvine accepta de le remplacer puisque Roland Ratzenberger et Eddie Irvine étaient de profonds amis, et les quatre hommes étaient des profonds amis qui se connaissaient depuis plusieurs années, depuis le Japon en fait. Ils avaient partagé énormément de moments, notamment Jeff Krosnoff et Eddie Irvine, qui étaient colocataires et qui étaient de très bons amis en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'avais déjà expliqué sur la vidéo de Jeff Krosnoff. Jeff Krosnoff, c'était l'aquocéan calme en fait de ce groupe de pilotes expatriés au Japon. Krasnov était connu vraiment comme son nom Mister Cool, c'est-à-dire comme étant quelqu'un de calme, de méthodique, de sérieux, un très grand metteur au point, un gars qui pendant que Eddie Irvine dans la coloc se bourrait la gueule, se faisait des turlutes, en fait Jeff Krasnov lui il téléphonait à sa femme aux États-Unis, il téléphonait à Tony Kendall notamment, il faisait des maquettes parce que Krasnov c'était un fou de maquettes qui, en fait les maquettes comme il expliquait ça lui servait à garder son calme ensuite en course notamment. Et ce jour-là, en fait, les 24 heures du Mans 1994 sont super intéressants dans un point, c'est qu'en fait les 24 heures 1994 c'est les premiers 24 heures depuis la fin du groupe C. Le fin du groupe C donc a disparu fin 1993 pour de bon. Et donc il sera encore un petit peu admis en 94 et 95 en version modifiée puisqu'ils sont bridés, les pneus sont limités, les moteurs sont les 3 litres 6 turbo, dans ce cas-là, effectivement. Donc, effectivement, on va dire que les groupes C qui étaient des ogres 5-10 ans avant, maintenant sont devenus des voitures un peu plus dociles, même si ça c'est des prototypes. Mais, en fait, les GT ont vraiment été bodybuildés pour pouvoir lutter, dans un but de réattirer les constructeurs. Ce qui marche, puisqu'en 1994, on aura ni plus ni moins qu'en catégorie GT 11 constructeurs. 5 catégories, donc les GT LMP, les GT, GT1, GT2 et la classe IMSA. La classe IMSA étant effectivement une survivance du groupe C, puisque aux États-Unis c'est encore court via les GTP, GTO et GTS notamment. Donc effectivement, notamment à l'apparition de la Callaway ici, sur les Corvettes. Voilà. On a la Venturi, on a la. Comment c'est déjà la Bugatti, retour de Bugatti également, Ferrari, donc bien sûr des classiques, donc Ferrari qui ne court pas avec son proto encore, euh, Porsche, bien sûr, que ce soit en proto ou en GT avec les 911 et les 900, les 962 modifiés sur la Kremer et la Dawar. Voilà, donc un beau plateau. Voir qu'il n'y a que 48 pilotes et non pas sur son actuel, il y a 83 pilotes qui sont engagés. C'est-à-dire qu'on doit avoir recours à cette année-là aux préqualifications, notamment. Et on a des qualifications qui sont assez serrées. On va voir les groupes C dominés par les GT cette année-là. Donc la Toyota ne sera pas en pole position. Et la Toyota, effectivement, avec la Porsche, Dauer et Kremer, c'est les dernières survivantes des groupes C, ici. Courage, ici, va signer sa première pole position. Les groupes C, donc comme prévu, sont plus lents de 10 secondes environ par rapport à leur temps, qui étaient quand même des temps canons de les années 80. Il faut savoir que les records des années 80, ils ont été battus qu'à la fin des années 2000, notamment par les Audi. Pour dire, c'était quand même des bagnoles qui pétaient pour la WR qui était faite exprès des plus de 400 km/h dans une Audi sans les chicanes. Donc ici, les voitures vont redescendre environ à 350, on va dire. Ce qui reste rapide avec une version une seule chicane à l'époque. Donc, dans ce contexte, en fait, Porsche, Kremer et Courage, en début de course, vont se disputer la tête.
Toyota va rester calme, notamment puisqu'on a une des Toyota qui va être assez rapidement victime de problèmes mécaniques et va devoir s'arrêter. C'est-à-dire que la Toyota de Bob Wollek va devoir s'arrêter, notamment mais celle de Mauro Martini, Eddie Irvine et Jeff Krosnoff va rester relativement épargnée par les gros problèmes durant quasiment toute la course. Et puis, durant la nuit, elle va prendre la tête. Elle va prendre la tête. Et aux 18 heures de course, elle est en tête assez largement. On pense que Toyota va enfin tenir sa victoire, parce que la malédiction Toyota existait déjà. Voilà. Donc, Porsche est à bonne distance, mais bon, reste tout de même menaçant, puisque Porsche, notamment, on a Earl Wood, qui est un pilote assez connu, un vieux briscard, donc qui est très intelligent, qui sait qu'il faut ménager les mécaniques, comment. Il faut pas foncer. Comment? Parce que tout peut arriver. Et justement, quand on dit que tout peut arriver, la cacahuète va arriver moins d'1h30 avant l'arrivée finale du Mans. Ici, en fait, Jeff Krosnoff mène ce relais assez prudemment, puisqu'on commence à ménager les mécaniques, mais en fait, à la fin de son relais, il y a un problème, il y a comme un problème. Lorsqu'il passe les vitesses, il sent de plus en plus, comme il l'expliquera un peu plus tard dans Racer Magazine, que les vitesses, elles passent pas bien. Ça passe mal, ça passe de plus en plus mal. Et puis à un moment, la voiture, elle se bloque en troisième. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? La Toyota, donc numéro 1, s'arrête à la sortie des stands, finalement. Donc ici, Jeff Krosnoff, dans son calme habituel, s'étant rendu compte du problème, sort de sa voiture très calmement, donc ouvre les litres, laisse les litres ouvertes au cas où il ait besoin des outils, puisqu'effectivement, au Mans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un règlement particulier au Mans, les pilotes ont l'obligation d'emporter une caisse à outils dans la voiture au cas où ils tombent en panne sur le circuit, puisque sur le circuit, ils ont interdiction de recevoir une aide extérieure. Ils doivent tout réparer eux-mêmes, donc ils ont une caisse à outils avec les outils nécessaires en cas de réparation. Donc il se met en communication avec son équipe d'ailleurs s'en rend compte, puisqu'il avait déjà communiqué sur les mêmes équipes. Ici, le chef technique lui communique si la marche assure. Donc Jeff Krosnoff va à l'arrière de la voiture, regarde le problème, et il se rend compte ici que donc tout simplement c'est un vis de la tringlerie qu'elle a lâché tout simplement. Donc il va faire ce qu'on appelle un reset au niveau de la boîte pour remettre la boîte en branle. Donc ici il met la boîte en mode sauvegarde et il va boucler donc un tour très lent qui va environ durer on va dire 5 minutes environ au lieu des 3 minutes 30 habituelles, à peu près 5-6 minutes pour rentrer au stand. Et au stand, l'équipe ici prend en charge la voiture, donc va réparer la tringlerie, ce qui va faire perdre environ 5 places à la Toyota de tête, environ, ici, plus d'un tour en tout cas. Voilà. La voiture chute, mais c'est peut-être un problème connu, puisque effectivement la deuxième Toyota, donc la Toyota Niso de Bob Wollek notamment, et de Georges Couchet, avait connu le même problème. Donc ça les aura aidés finalement. Et puis Krosnoff, dans son calme également, les a aidés, il n'a pas été paniqué, donc il laisse le volant à Eddie Irvine, et ici Eddie Irvine va nous offrir, durant cette dernière heure et quart, un véritable festival. Eddie Irvine repart avec le couteau entre les dents. Irvine en fait est un peu en colère. Et surtout Krosnoff, franchement quand sur la hauteur, il dit quand même un gros fuck. Voilà. Fuck with Gearbox, il dit à son pote. Mrs. Gearbox, c'est la boîte de vitesse. C'est-à-dire qu'il pense que ça va être long, effectivement, l'arrêt va durer 12 minutes. En fait, la voiture, quand elle repart, en fait, il aura finalement profité un petit peu des arrêts et des mésaventures d'autres concurrents, il repart finalement troisième. Oui, mais troisième à 3 tours du premier, alors ils dominaient avec un demi-tour d'avance. Voilà. C'est énorme. C'est énorme, c'est dommage. Une course qui était gagnée et perdue. Ils sont troisième, ils peuvent plus rattraper la tête, oui, mais ils vont essayer d'aller faire mieux. Irvine, il se dit, voilà, je vais quand même tenter. Donc Eddie Irvine, il va se livrer pendant 1 heure à un Grand Prix, littéralement à un Grand Prix de Formule 1, à lire des ingénieurs qui lui disent d'être prudent. Irvine, il débranche limite la radio, comme il explique, et il va conduire comme un dératé pendant une heure pour essayer de reprendre la tête. Il va se dédoubler de la Dauer de tête, il va se dédoubler de la seconde Dauer, et dans le dernier tour, il va aller rattraper la seconde Dauer pour aller finalement le passer dans un des derniers virages. Ah, et terminer second. Terminer second des 24 heures du Mans, alors qu'ils étaient en tête. Oui, mais bon, maigre consolation, mais quand même. Eddie Irvine ici s'est livré à un des plus beaux numéros des 24 heures du Mans de ces 25-30 dernières années ici. Et Toyota,
c'est le début de la malédiction, ou c'est plutôt la malédiction. Dans les années 2016-2017, ils seront victimes du même accident, seulement ils seront disqualifiés, puisque là, cette fois-ci, le pilote continuera, mais continuera trop lentement et bouclera son dernier tour trop lentement. Alors qu'ici aussi, ils avaient course gagnée. Voilà. Donc, après, donc, au final, les pilotes, ils vont reprendre un peu leur vie. Donc, Mauro Martini et Jeff Rosnoff retournent au Japon, il y aura en Formule 1. Martini va vivoter encore 3 ans, va finalement arrêter sa carrière faute de voler en Formule 1. Jeff Krosnoff, finalement, fin 1995, après avoir vivoté pendant 7 ans en Formule 1 Nippon et dans les courses de Super GT, va enfin avoir sa chance aux États-Unis, comme je vous avais expliqué dans sa vidéo. Dans ma vidéo que j'ai consacrée à Jeff Krosnoff, la longue vidéo, je vous remettre en description, parce que j'adore ce pilote. Et c'est un pilote que vous allez adorer connaître, parce que c'est vraiment un pilote génial. Et donc Krosnoff va retourner en CRT finalement. Toyota en fait l'avait aidé justement pour retourner, puisqu'il va mettre au point le moteur en CRT. Et malheureusement à Toronto, le 14 juillet 1996, il va trouver la mort dans un des accidents les plus horribles en sport automobile, puisqu'il va être victime d'accrochage dans les derniers tours avec Stefan Johansson. Sa voiture va décoller, va percuter un arbre. Le pilote, donc la tête du pilote va percuter l'arbre. Et donc effectivement, conséquence, le pilote va se tuer. Et pour dire le lien qui unissait justement Eddie Irvine et Jeff Krosnoff, en fait, Eddie Irvine il apprend ça par Adam Cooper, le journaliste anglais, qui va lui dire mais Jeff a eu un accident. En fait, il comprend tout de suite, Eddie, que son ancien colocataire a trouvé la mort. Passant devant les images, il comprend tout de suite. Et il se rendra à les funérailles de son ami, comme il s'était rendu aux funérailles de Ratzenberger. Voilà, parce que c'était des mecs qui avaient couru au Japon, qui avaient été profondément unis. Et comme il expliquait, dans une interview donnée à l'occasion des 25 ans de la mort de Krosnoff, Krosnoff était hyper important pour Irvine, c'était vraiment sa caution calme. C'était un mec qui lui a remonté le moral quand il était au fond du trou au Japon, quand il était complètement mort, cuité, voilà, il apportait par son calme, par sa vie de famille, par son attitude posée, même ce jour-là. Comme il explique, ce jour-là, Jeff, il sauve l'équipe. Il nous sauve le Mans. Il est calme, et avec son calme, il nous a sauvés. Il nous permet d'être deuxième. C'est un mec, comme il disait, il aurait tellement mérité mieux, et c'est clair. C'était tout simplement, comme tout le monde le dit, un des mecs qui sentait le mieux la mécanique et qui était un des meilleurs metteurs au point du marché, le Krosnoff. Voilà. Donc c'était Lionel de la chaîne CycloGP. Bonne soirée. Pensez à vous abonner, c'est toujours sympa de vous abonner, c'est vachement important aussi. À mettre des likes aussi, c'est toujours important, ça permet de voir qu'en fait vous avez vu le travail important, intéressant, que c'était fouillé, même si c'est du format court. Euh, à partager aussi, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, partager aussi, c'est sympa de partager aussi. Voilà, donc effectivement, donc bonne soirée, puis au revoir. Bon. Voilà. Il y aura un dernier volet maintenant qui sera consacré à ce qui aurait pu être l'équipage de Corvette en 2001.